cocktail et un peu au goûter. Depuis ce matin, on a parlé de beaucoup de DAM, de Digital Asset Management. On a parlé de PIM et de DAM, donc de liens pour beaucoup autour de la photo et sur la donnée produit. Là, on va changer. On va aller voir autre chose. Le DAM, c'est aussi le MAM. Et un asset, peut-être que Louis nous refera une définition de ce qu'est un asset. C'est pas que de la photo. C'est pas qu'un objet 2D simple. C'est aussi de l'image animée. De l'image animée, on a fait beaucoup d'animations, de petites vidéos, les réseaux sociaux. Ça, c'était il y a un moment. On a les chaînes télé qui ont fait de la vraie vidéo professionnelle qu'on connaît. Aujourd'hui, les outils, les bandes passantes, Internet, permettent aujourd'hui à des marques de produire des contenus vidéo d'aussi bonne qualité et avec beaucoup de quantité. Donc la question qui se pose depuis quelques années, c'est pas tout à fait récent quand même, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de ces assets, comment on les gère, qui les utilise, qui en produit. Donc là, on verra, je pense que Noël pourra nous donner des exemples en fait de clients qui produisent ces vidéos de haute qualité et quelle est la difficulté ou les challenges qu'on peut avoir pour les stocker, les diffuser de manière professionnelle. Et là, on a la chance aujourd'hui d'accueillir pour cette conférence Virginie du Paris Saint-Germain. Je ne présente pas le Paris Saint-Germain. Noël Pratt, Virginie Lahaye, Noël Pratt de BCE, qui aujourd'hui représente donc une entreprise que je pense que je vais te laisser directement te présenter, ce sera plus simple. Et notre cher Louis Matignon, qui va nous parler de ce qu'est un asset tout à l'heure, de ce qu'est un MAM, et qui représente la société Perfect Memory, qui est une solution qui édite une plateforme qui est complètement dédiée pour gérer justement ces contenus. Je vous laisse peut-être d'abord vous présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Noël Pratt, je représente la société BCE, Broadcasting Center Europe, qui est un intégrateur système et un diffuseur basé au Luxembourg, qui appartient au groupe RTL, Bertelsmann. Donc, je ne sais pas si je continue, si je passe la main à Louis. Donc, depuis 25 ans, nous accompagnons les chaînes de télévision, les sociétés de production, mais aussi les institutions publiques et les marques. Et je vous citerai un peu plus tard un certain nombre d'exemples, tout au long du cycle de vie du contenu, depuis la production jusqu'à la diffusion, en passant par le management de ces assets, leur stockage dans nos data centers. Voilà. Bonjour à tous, Louis Matignon. Alors, je suis en charge de toutes les ventes et de tout le delivery chez Perfect Memory. Alors, Perfect Memory, on est qui? Nous, on évangélise sur l'importance de la réflexion autour de la structuration de la donnée, parce qu'on pense que quand on focalise en fait sur la donnée, on résout tout un ensemble de problèmes depuis la gouvernance jusqu'au workflow média. Donc voilà. Donc on discute assez souvent avec Malika, notamment sur la définition d'un asset. Je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, mais éventuellement on le fera. Un petit aparté. On n'a toujours pas défini un asset depuis ce matin, donc effectivement, si on a une minute, à la fin on pourra définir l'asset, ou tu peux définir un asset aujourd'hui pour Perfect. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Virginie ? Alors, je suis Virginie Lahaye, je suis en responsable des archives vidéo du club donc du Paris Saint-Germain depuis 2018 et j'ai mis en place un MAM pour structurer et archiver toutes les archives vidéo du club puisque la base photo existait déjà. Donc, mon objectif à moi, c'était de structurer et d'archiver et de mettre à disposition du service digital en priorité toutes les vidéos qu'on peut avoir dans un club. Alors, est-ce que tu veux répondre à la question asset? Parce que la question suivante, c'était de poser la question à Virginie. En fait, l'asset life cycle au PSG, ça démarre où et ça va comment? Alors, en effet, des assets. Alors, au club du PSG, on a les assets fixes, forcément, tout ce qui est photos et toutes les productions des graphistes, donc les templates pour les visuels que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mais nous avons aussi en charge donc toute la partie vidéo,
tous les matchs, tous les contenus qui sont créés par le club. Donc, nous avons des journalistes pour de la prise de tournage. Et tout ça, ça doit être géré pour qu'on puisse retrouver facilement, peu importe l'asset, mais ça peut être aussi une séquence d'une asset, puisque contrairement à une photo, bien, on ne découpe pas une photo. Par contre, un match en entier, sur 2 heures de match, comment retrouver l'action qui est pertinente à un instant donné, qu'on souhaiterait diffuser sur les réseaux sociaux. Donc on travaille principalement sur toutes les plateformes digitales, mais aussi de la vente à l'extérieur, ce qui permet de faire vivre notre asset de la production à la diffusion, à de l'analyse et à de la vente pour la monétisation. Donc un asset au PSG, c'est plein de formes. Ça peut être très différents supports. Donc l'asset, c'est pas forcément une vidéo, c'est pas forcément une photo, c'est un peu tout ça. Alors moi, je vais prendre un aspect très, très théorique. En fait, on en a discuté en long, en large, en travers avec Malika il y a une paire de semaines. Quand on parle d'assets, on fait en général référence à un concept comptable. Donc c'est pour ça que ça ne nous parle à aucun de nous. Enfin, parce que la comptabilité, c'est quand même assez sec et assez difficile. Mais le concept comptable de l'asset, de l'actif, c'est ce qui amène de la valeur à l'entreprise. C'est-à-dire que pour nous, dans le monde des médias, c'est toutes les ressources numériques, que ce soit des fichiers, que ce soit des fichiers vidéo, que ce soit des fichiers photos, que ce soit d'autres, qui amènent potentiellement une valeur dans le récit, dans la valorisation justement d'une position de marque. Pour ça, nous, chez Perfect, on rajoute encore un niveau au-dessus de l'asset qui va être toute la couche logique. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs, ça touche un peu à tout l'aspect du cycle de vie. On ne gère plus de l'asset, de la ressource numérique exclusive, mais on considère que c'est tout aussi important de gérer toute la couche de données au-dessus. C'est-à-dire, dans quel contexte vient s'insérer un actif numérique pour mon entreprise. C'est-à-dire, si je prends un match de foot, à quelle compétition ça se rattache, quelles équipes jouent, quels joueurs éventuellement ont été sélectionnés pour ce match spécifique, quel type d'action on va avoir. Et en fait, l'objectif de réinjecter cet actif dans un contexte global, ça va être de démultiplier les chemins d'accès à ce grain d'information. Comment est-ce que je peux offrir de multiples chemins d'accès à tous les différents récits que ma marque a besoin de raconter? Typiquement dans le foot, est-ce que je fais un récit sur le joueur, sur un match, sur une mi-temps, sur une équipe, sur une équipe dans la longueur, etc. etc. Donc c'est vraiment ça. L'asset, c'est vraiment une ressource dans un contexte global qui doit être le contexte de l'entreprise. Autrement dit, comment est-ce qu'on adapte le contexte dans lequel l'asset s'insère aux besoins de chaque entreprise. On a vu Feu Vert juste avant, c'est pas du tout les mêmes impacts que le PSG, qui va pas du tout être la même chose que Dior, le France Télé, etc. etc. Merci beaucoup, Louis. Du coup, la valeur ajoutée du MAM par rapport à l'asset, tu l'as un peu décrite. Nous, on fait un MAM de ce qu'on appelle de troisième génération, qui n'est plus du tout focalisé sur la ressource en elle-même, mais qui va être focalisé sur toutes les données qui décrivent cette ressource-là, qui vont nous permettre en fait d'exploiter la donnée où qu'elle soit stockée dans l'écosystème. Si je prends le PSG, par exemple, un des exemples, c'est plutôt que de faire de l'IA pour reconnaître les pubs sur les boards LED, enfin sur les panneaux LED sur le bord du terrain, comment est-ce qu'on va aller chercher directement le log de diffusion qui va nous permettre de nous dire que entre 21h02 et 21h04, c'est le logo Visa qui a été diffusé. Et donc ça va nous permettre d'offrir des recherches du type « Donne-moi tous les buts de Di Maria ». Alors il ne joue plus là, mais justement de Di Maria ces 5 dernières années, pendant qu'on diffusait le logo Visa, qui est un des récits pour les sponsors ici. Mais encore une fois, l'équipe de Virginie va avoir ses propres récits, les sponsors vont avoir les leurs, les marques vont en avoir d'autres, etc., etc. Donc comment est-ce qu'on utilise toute la donnée à disposition, l'IA en fait partie, pour justement alimenter les chemins d'exploration et les récits, pour retrouver ce grain d'information, pour permettre à tout à chacun d'exploiter cet actif au plus possible. On est vraiment sur de la monétisation. Comment est-ce qu'on développe et comment est-ce qu'on assure qu'on utilise cet actif dans un déroulé éditorial.
Merci Louis. Virginie, par rapport à la donnée au niveau justement de tes images et tes assets, est-ce que tu veux partager quel type, voilà, comment se passe la gestion de cette donnée par rapport à vos images, ce qui va évidemment dans le DAB Alors, Louis parlait d'IA. Actuellement, au PSG, on n'utilise pas d'IA pour reconnaître et décrire en fait toutes nos vidéos. On se pose actuellement la question de l'utiliser, mais comment ? Jusqu'à maintenant, on utilise des logopta pour décrire tous nos matchs du coup de foot masculin, puisque le PSG, il n'y a pas que le foot masculin, il y a le foot féminin, le handball et le judo. Il existe du coup pour l'équipe première masculine les logopta, donc c'est de la donnée brute et textuelle qu'on transforme en fait dans notre MAM pour séquencer toutes nos images et recréer des petites assets du coup et qu'on puisse utiliser chaque portion de match, une action, une interception, un tacle, que sais-je, tout ce qui est tourné par nous, nos propres journalistes. L'indexation est manuelle actuellement parce que l'IA jusqu'à maintenant ne nous satisfait pas totalement. Donc j'estime qu'il y a encore du travail en fait au niveau IA avant de se lancer dedans à tout va sans y réfléchir. En fait, on a plein de données à l'intérieur en fait du PSG qu'on souhaite exploiter avant même d'utiliser de l'IA. Un exemple concret, Louis parlait des LED. En effet, on a au Parc des Princes, là où il y a les matchs, les LED sont diffusés par l'opération du Saint-Esprit. Il y a une playlist qui existe. C'est un tableau Excel, tout simplement. Bien, ces données qui sont dans ce tableau Excel sont transformées dans notre MAM. Et on n'a pas besoin d'une IA pour aller détecter en fait le logo qui passe, puisque la donnée, on l'a déjà en interne. Donc, il était important pour nous, enfin pour moi, puisque j'étais seule à la conception au départ, d'utiliser toutes ces données-là avant même de faire appel à de l'IA, parce que j'estime que dans une entreprise, on travaille un petit peu trop, peut-être trop en silo, et on a plein de ressources en fait dans d'autres services, et c'est dommage de ne pas utiliser. On a mis de l'argent dans un service pour établir une playlist. Et bien pourquoi pas moi, autre service, pourquoi je l'utiliserais pas avant d'aller mettre du budget dans une IA qui certes va me faire exactement la même chose, mais là du coup je l'ai gratuitement en fait. On mutualise la donnée à un moment donné, et c'est quand même mieux que tous les services puissent l'exploiter avant d'utiliser un autre énième outil, puisqu'on en a déjà beaucoup. Donc c'est bien, je pense, d'utiliser les ressources en interne. Exemple, on utilise aussi beaucoup le naming en fait pour décrire nos assets. Tous nos fichiers, avant d'être archivés, sont nommés. Et je cherche un exemple. Le club, quand on joue à domicile, pour ceux qui connaissent le sport, en Europe, c'est l'équipe qui reçoit est toujours citée en premier, l'équipe extérieure est citée en deuxième. Eh bien, tous nos fichiers en fait sont nommés de cette manière-là, pour que le MAM détecte que quand je suis à l'extérieur, eh bien le mot PSG arrive après l'autre adversaire, ce qui fait qu'il va me décrire la couleur de mon maillot, parce que mon maillot n'est pas le même à domicile ou à l'extérieur. Donc ça me permet à travers juste l'ordre de mon texte, de mettre une donnée supplémentaire, des mots-clés supplémentaires, sans faire appel à une IA ou sans que moi, manuellement, je dise là, il joue avec le maillot bleu ou le maillot blanc. Je pense qu'il est intéressant de vraiment structurer son archive avant de faire appel à de l'IA. L'IA, elle va pas faire des miracles si l'archive elle est en bazar. L'IA restera dans du bazar. Enfin, c'est ma vision. Après, c'est un autre débat. On va pas l'avoir ici. Mais en tout cas, je pense que sans structure, sans exploiter toutes les données
du PSG, je vais parler PSG, on aura forcément de la perdition alors qu'il y a un tas de ressources qu'on a autour de nous. Donc le conseil pour une mise en place, je pense vraiment d'aller chercher dans tous les services ce qui existe déjà et de voir ce qu'on peut exploiter avant d'utiliser tel ou tel outil. Là, je prenais l'exemple de l'IA, mais même pour un autre outil, je suis sûre que dans vos entreprises, vous avez des services qui utilisent peut-être déjà un DAM, mais qu'on l'appelle peut-être pas un DAM ou un MAM. Il y a tellement de manières d'utiliser des outils qu'on peut aussi les utiliser dans d'autres services. Je ne sais pas si je suis claire. Mais si, moi, ça me parle beaucoup. Faut m'arrêter, parce que sinon je peux parler pendant des heures. Ça me parle beaucoup parce que c'est exactement ça, en fait. Hein, c'est d'avoir un travail, un projet commun d'entreprise et d'aller piocher les informations. Ensuite, on a un Perfect qui nous dit IA sucks. Donc oui. Donc effectivement, on part sur une donnée correcte, juste, sûre. Et ensuite, on complète petit à petit en faisant des tests et en disant ça, je ne l'ai pas, j'ai pas cette information-là, je vais pas demander à un humain de passer des heures, etc. Donc je peux faire quelque chose, compléter et avoir l'IA comme copilote. Merci beaucoup Virginie. Alors je me retourne vers Noël. Donc Noël aujourd'hui, BCE propose une plateforme qui va au-delà, en fait, et une plateforme et une offre de service qui va au-delà d'une solution MAM. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment, justement, tu t'intègres au niveau de cette offre par rapport aux marques et aux corporates ? Alors, nous, on a fait le constat suivant, mais ça remonte à de nombreuses années, en fait, que les marques, notamment, se comportaient de plus en plus comme des broadcasters, comme des diffuseurs. On se retrouve très régulièrement, très en amont auprès des marques, depuis l'installation, l'intégration d'un studio pour leurs propres besoins de podcast, de création de contenu, pour communiquer vers leur personnel ou communiquer vers leurs clients, jusqu'à la distribution et le streaming de fashion shows avec de très grandes marques. Donc vraiment un accompagnement depuis la production jusqu'à la diffusion, et puis bien sûr des contenus, des volumes importants de contenus qui sont diffusés et qui se retrouvent donc à devoir être stockés, archivés. Et alors, désolé pour l'anglicisme, repurposé. Donc je sais pas comment le traduire. Réutiliser pour d'autres besoins, puisque l'archive est un animal vivant, en réalité, de contenu qu'on peut réexploiter. On parle de l'IA, pour vous donner un exemple, pour un de nos clients, qui est le groupe Amaury Sport, qui est, si vous les connaissez certainement, c'est la société de production qui gère tous les droits du Paris-Dakar, par exemple. Donc, se sont retrouvés dans des situations où ils avaient des fonds d'archives importants sur des formats complètement disparates. Vous avez peut-être parmi vos collections des cassettes vidéo qui traînent sur des étagères, et puis des fichiers ci et là dans différents lieux de stockage, parfois juste sur le disque dur de votre ordinateur. Eh bien, à un moment, il y a des marques avec lesquelles ce groupe avait signé des accords de partenariat, qui avaient besoin de parfois prouver à des sponsors que leur logo était bien apparu au bon endroit, comme c'était attendu, ou tout simplement un besoin pour justement créer un documentaire, de dire, ben oui, notre marque est sponsor du Paris-Dakar depuis 25 ans, et de se tourner vers le producteur, de dire, tiens, tu pourrais me donner tous ces extraits où notre marque apparaît là depuis les 25 dernières années ? Ce doit être quelque part. Et là, à un moment, on a besoin effectivement de structurer à la fois l'endroit où sont stockées toutes ces images, et surtout de mettre en place des outils qui permettent d'accéder à ce contenu. Donc, comme tu le dis très justement, quand on a de la chance et quand il y a un travail de documentaliste fin qui a été fait, on peut venir très tôt dans les métadonnées importer ce contenu, et puis parfois cette métadonnée n'existe pas, et on a besoin effectivement de l'appui de l'IA. Et c'est typiquement ce qu'on avait fait là pour ce client, et introduit des outils de détection de logos, qui ont dû être entraînés. Ça ne fonctionne pas juste comme ça, mais avec un peu d'entraînement, on a réussi effectivement à rendre ces processus efficaces. Donc c'est tout à fait intéressant de voir à quel point en fait
les marques sont devenues elles-mêmes des diffuseurs qui se sont clairement professionnalisés et ont les mêmes besoins, on va dire, que des diffuseurs traditionnels dans la gestion de leur contenu et de leurs images animées. Merci Noël. Alors il y avait une phrase aussi qui m'avait plu dans le petit déroulé qu'on a vu ensemble. C'est les bons outils ne remplacent pas la créativité, ils la libèrent. Et j'avais envie de vous entendre parce que je crois que voilà, il y en a deux qui ont des choses à dire sur ça. Moi, je dirais même un truc, c'est pire que tout, c'est que parfois les meilleurs outils peuvent devenir parfois des freins à la créativité. Donc c'est justement de faire en sorte que la technologie ne devienne pas un frein. Et, enfin, je veux dire que nous, on arrive comme une couche au-dessus qui permet de dire aux gens du marketing, par exemple, vous, soyez libre, utilisez tel outil parce que c'est celui qui convient à votre besoin, et vous, personne de l'archive, c'est cet outil, et nous d'arriver avec quelque chose qui fait en sorte que ces différents outils fonctionnent bien les uns avec les autres pour que les créatifs, les gens qui à un moment ont besoin de réutiliser l'image, puissent le faire de manière fluide. Mais la technologie peut parfois être un frein à ça. C'est pas aussi simple. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Oui, je pense que je m'interroge souvent sur le fait... alors, au digital du PSG, on a plusieurs corps de métier, on a forcément donc plusieurs outils, et on se rend compte que parfois il y a des outils qui sont un peu transverses, et en même temps, il y a un outil qui fait aussi un petit peu de l'autre outil, qui est plus performant pour telle et telle tâche. Et nous, pour l'instant, on a décidé au PSG, c'est d'avoir des outils en fait spécifiques pour chaque corps de métier. Mais on sait très bien qu'il existerait des outils qui font un peu tout et dans un seul outil en fait. Donc il n'y a pas de vrai, de moins bien mais je pense que c'est important de savoir pourquoi en fait on choisit tel outil, qu'est-ce qu'on veut en faire, et pourquoi pas avoir justement le côté une structure qui permet d'englober tout ça sans qu'on se rende compte qu'on passe d'un outil à un autre. Après, je pense qu'un bon outil, dans tous les cas, libère du temps et libère de la créativité, puisque je vais prendre l'exemple du MAM. À partir du moment où je gagne du temps dans mes recherches, où j'exploite un maximum toute mon archive vidéo, que la personne qui va faire une recherche va tomber sur des éléments qu'il n'y avait pas pensé, donc ça va forcément lui faire penser à créer ça, à donner une idée de concept. Nous, on travaille beaucoup en concept. Qu'est-ce qui marche sur TikTok? Qu'est-ce qui marche sur Snapchat? Qu'est-ce qui marche pas sur YouTube? Qu'est-ce qui marche sur YouTube? Donc, on essaye de valoriser un maximum et de donner envie d'aller dans notre archive vidéo, dans notre patrimoine en fait du club, pour que les gens qui sont au niveau créatif pour les réseaux sociaux trouvent en fait l'idée au sein même de notre patrimoine. Alors ils vont s'inspirer aussi de tout ce que les autres entreprises font, de tous nos clubs concurrents par exemple, mais je trouve que plus notre MAM sera développé, plus notre MAM est utilisé, plus la créativité va être amplifiée, puisque ça donne des idées en fait, tout simplement. Je ne sais pas si tu veux... Non, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a un principe qu'il faut garder en tête, enfin, quand on parle de bons outils, c'est la fluidification d'accès à l'information. Parce que c'est ça, en réalité, si je donne un accès plus facile, ce que tu dis exactement, à une plus grande diversité de contenu, ça veut dire que mes créatifs ne vont pas réutiliser le contenu qu'ils ont déjà exploité il y a 2 semaines et que mon audience a déjà vu, vont avoir une qualité éditoriale et donc vont être capables de générer un récit beaucoup plus qualitatif et de créer un lien avec mes audiences beaucoup plus fort. Donc il y a vraiment cette histoire de fluidification et pour ça, enfin, on parlait de gouvernance il y a 3 ou 4 sessions. Tous ces process, tous ces outils ont vraiment pour objet, il faut vraiment penser pour tout à chacun, comment est-ce que je facilite l'accès à l'information. Et pour nous, la facilité d'accès à l'information, enfin, moi quand j'entends parler de gouvernance,
je me pose toujours un peu la question de savoir si la gouvernance est là pour contourner les limitations des systèmes qu'on met en place, ou alors est-ce qu'elle est vraiment nécessaire. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une manière différente de réfléchir pour injecter, en fait, non pas imposer aux équipes de s'adapter à la manière dont un système fonctionne, mais plutôt de forcer le système à restituer un contexte qui va être immédiatement intuitif pour quiconque est familier avec moi. Typiquement, le contexte du PSG, on va parler de match, on va parler de saison, on va parler de club, on va parler de sport, parce que c'est pas que le foot. Le contexte, je reprends Feu Vert, parce qu'elle était là juste avant, c'était assez intéressant. Mais on va parler, je sais pas moi, d'essuie-glace, on va parler de phare, on va parler d'autres choses. Les contextes sont pas les mêmes. Et donc, les systèmes se doivent de restituer la donnée, qu'elle provienne de l'IA ou qu'elle provienne de n'importe quel, d'un PIM ou autre, dans un contexte qui fait en sorte que l'utilisateur qui est créatif, ou pas d'ailleurs, ou même qui est familier avec ce contexte, peut l'explorer, peut aller rechercher le grain d'information qui est pertinent. Et donc c'est tout ça la fluidification. C'est comment est-ce qu'on facilite la recherche. La recherche, c'est quelque chose de critique. Souvent, on n'y porte pas beaucoup attention, mais en réalité, c'est critique. Parce que plus vous rendez les choses fluides, plus vous permettez aux gens de performer, de produire quelque chose vraiment de très très intéressant, qualitatif, pour les mêmes coûts. On en revient toujours là, pour un coût à peu près équivalent, sans avoir à passer du temps à rechercher. Je ne perds pas de temps à faire quelque chose. D'ailleurs, il y a une phrase qui me revient sur l'IA que j'entends assez souvent, qui est « Ne perdez pas de temps à recréer de l'information qui existe déjà dans votre écosystème ». C'est capital. Et pour avoir ça, il faut arriver à cartographier quelle information j'ai à ma disposition dans mon écosystème, comment est-ce que je la mets à disposition, et ensuite, j'évalue les trous que j'ai, et là, je peux réfléchir à l'IA. Mais avant même d'arriver à l'IA, il faut réfléchir au comment j'orchestre tout ça. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur une réflexion d'exploration encore, et comment exploiter la donnée, l'information, à des fins d'exploration. J'ai terminé. Merci beaucoup, Louis. Mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que jusqu'à présent, là, depuis ce matin, on a parlé beaucoup d'IA autour de la photo, de ce que vous pouvez. Et là, on se pose 2 secondes. On part sur un autre type d'asset, beaucoup plus complexe. Et on voit qu'effectivement, il y a des use cases qui sont, comme le vôtre, qui sont quand même très, très particuliers. J'avais une question pour toi, Virginie, sur justement, en parlant de valorisation, de recherche, de plateforme, d'archives. Est-ce que vous avez mesuré, comment est-ce que vous arrivez à mesurer un peu le ROI que vous avez par rapport à la plateforme j'imagine un peu comme tout le monde, on a des comptes à rendre par rapport à la taille, à la dimension et le temps et la performance de la plateforme. Alors, déjà, je trouve que le premier retour à avoir, c'est est-ce que les utilisateurs déjà sont contents avant même budget, si on rentre dans les clous. À partir du moment où les utilisateurs sont satisfaits et gagnent du temps dans la recherche de l'information, je trouve que c'est très important. Après, plus on va générer de la créativité, enfin je parle là dans notre écosystème PSG, plus on va monétiser en fait toutes nos diffusions, plus on a de posts, plus c'est monétisé. Forcément, notre vente à l'extérieur, ça fait des retours sur argent, des retours sur l'investissement, je veux dire. Donc forcément, là, ça fait 2018, ça fait 7 ans que le MAM existe au PSG. On se rend compte de la rentabilité, forcément. Je trouve que au-delà du chiffre, comment dire, je trouve que la valeur même humaine, en fait, est tout aussi importante. Le fait de dire qu'on utilise le MAM tous les jours, ça le rend forcément rentable. Je peux pas parler chiffres ici. Il y a des confidentialités de naming. Du coup, c'est difficile pour moi là de répondre à la question rentable oui ou non. Mais dans tous les cas, dans le cadre de l'adoption. Non, mais pour donner un exemple, parce qu'on en parlait toutes les deux, il y a une manière très simple aussi pour mesurer l'impact de comment les images qui sont aussi générées grâce à ton outil
arrive sur les réseaux sociaux et déclenche des click to action vers les sites internet de revente des produits dérivés. Donc il y a vraiment un lien extrêmement logique, direct, et la donnée qui remonte effectivement du nombre de clics et ensuite du nombre d'achats qui ont suivi un clic lié à une. Donc voilà, tout ça c'est mesurable et oui, c'est monitorable. C'en est un autre, non, monitorable. Voilà. Oui, on a en fait toutes les semaines, tous les jours, toutes nos publications sont analysées. On a des analystes en fait de la data au sein du digital qui font des études de savoir le nombre de vues, le nombre d'impressions, le nombre de reclics, le nombre de ce que ça génère en fait chez les abonnés, ceux qui visionnent en étant abonnés, d'où ils viennent, comment on peut toucher encore plus cette population, telle zone géographique. Donc ça, oui, tout est calculé et on peut se rendre compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas bien. Et ça peut générer aussi des achats en fait en boutique. Donc toute cette analyse, oui, nous montre que l'archive est bien réutilisée. Donc normalement, ça ramène de l'argent. Et en tous les cas, ça fait du reuse, c'est bien, ça évite de produire des contenus. On a une question pour vous, c'était à vous trois, je ne sais pas qui veut répondre, sur, à votre avis, quel est le principal frein organisationnel à l'exploitabilité de la content supply chain? Alors c'était pour toi? Moi, je peux répondre. Quelle est la majeure partie, quel est le frein principal? Oui. Virginie le mentionnait tout à l'heure, nous ce qu'on voit chez nos clients, c'est la complexité, l'exploitation transversale de la donnée. C'est-à-dire que, on travaille chez France Télé, on travaille chez France Télévisions, on réconcilie 14 bases de données pour la faire simple, pour pouvoir livrer 3000 packages, sur leur site internet par semaine. Quand ils ont mis en place cette data supply chain, on va dire, ce dont ils ne se rendaient pas compte, c'est que l'éditorialisation du site internet pouvait avoir besoin d'une donnée qui était faite par le trafic, qui était mineure pour le trafic, mais qui était capitale pour l'éditorialisation. Sauf que, avant d'arriver à ce niveau-là, il faut que l'éditorialisation sache que la donnée existe, connaisse quelqu'un sur comment aller la chercher, ensuite qu'on la transforme pour l'injecter dans leur workflow, dans leur flux d'utilisation, etc. Donc il y a quand même pas mal de barrières à cette exploitation. Or, une fois qu'on casse un petit peu ces silos, qu'on a cette approche très transversale, ce qui est transformatif, et le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est ça, on ne sait pas quelle valeur on va trouver derrière. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a à mettre en commun toutes nos données, à mettre en commun toute notre information. On peut accélérer le travail d'une autre business unit de collègues. Et donc, mais le frein principal, il est vraiment, on va dire, dans ces batailles d'ego ou batailles de clocher, on appelle ça comme on veut, ah non, c'est ma donnée, je la partage, je ne la mets pas à disposition des autres. Aussi parce qu'on a tous des outils séparés les uns des autres. Et donc, tous ces outils-là ont des modèles séparés. C'est-à-dire que, moi je croise des clients, ils n'ont pas un DAM, ils n'ont pas 2 DAM, ils ont 5 DAM. 5 DAM dans leur écosystème. Ils vont avoir 2 MAM, un PAM, un traffic système. Donc, et tous ces systèmes-là vont avoir leur modèle de données. Il n'y a pas un modèle commun qui réconcilie tout le monde, alors que tout le monde va parler de la même chose. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure sur la gouvernance. Juste nommer les choses, le métier doit driver tout ça. Parce que le métier, c'est la pierre angulaire commune. Plus l'intégration sur aujourd'hui, on a des outils qui savent se parler. Et en fait, quand on arrive déjà on sait parler, on a décidé, on est capable de faire parler les outils. Oui, c'est ça. Ouais. C'est créer un langage commun, en fait, entre toutes les business units. Pardon. Vous voulez rajouter quelque chose, Noël? Ouais, moi je dirais aussi que si notre conclusion est la même, pour moi, le principal frein, il est effectivement culturel. Parce que technologiquement, il n'y a rien qui ne soit impossible, en réalité. Et souvent, le manque de flexibilité, il n'est pas tant au niveau des outils, parce qu'il y a ce qu'un outil peut faire de manière monolithe, et on va toujours trouver un workaround, je reviens, une customisation ou une adaptation qui va permettre de mettre un peu de flexibilité autour de l'outil. Mais par contre, effectivement, les principaux freins qu'on va trouver vont être, sur l'adoption,
ou effectivement l'acceptation que certains départements vont peut-être devoir laisser partir un outil au bénéfice d'un outil qui a été poussé par un autre service et qui répond aux besoins de l'ensemble. Donc là, encore une fois, nous, les principaux freins, en tant qu'intégrateur, on va plus les retrouver du point de vue culturel et sur l'adoption que techniquement. Pour nous, il n'y a pas vraiment de frein technique qui existe. Merci beaucoup, Noël. C'est peut-être... est-ce que vous avez un petit mot de la fin, un petit point que vous aimeriez partager peut-être avec des marques qui, comme le PSG, produisent aujourd'hui des contenus plus lourds et qui ont besoin de gérer et d'architecturer tout ça sur des plateformes pérennes, souveraines. Moi, ce que je pourrais dire pour finir, c'est que la plupart des marques avec lesquelles on travaille le font déjà de manière structurée et professionnelle. Bien souvent s'appuient sur des sociétés externes, productrices, etc. Mais de plus en plus veulent devenir autonomes dans le processus de création de bout en bout, parce qu'ils sont tenus de produire de plus en plus de contenu, de plus en plus souvent, et pour aussi délivrer de nombreux canaux. Et encore une fois, ce qui est chouette, c'est que la technologie qui existe, l'ADOR, leur permet de faire ça. Donc, nous, on est heureux d'accompagner déjà des marques d'AXA à Vinci, en passant par LVMH sur leurs besoins, et de leur dire que ce qui est chouette, c'est que les diffuseurs se sont cassés les dents pendant de nombreuses années pour stabiliser des formats, des processus, etc. Et que ça, on peut leur mettre à disposition pour leur permettre eux-mêmes de diffuser comme des pros, comme des diffuseurs. Voilà. Merci, Noël. Virginie ? Alors moi, pour le mot de la fin, ce serait plus pour sur le côté opérationnel pur. Si vous voulez mettre en place une gestion d'archivage, je pense que c'est important avant de se lancer et aller voir tous les outils qui existent, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont très bons. C'est de voir pourquoi vous avez besoin d'une gestion d'archivage, pour qui, et en interne, et pour qui aussi en externe. Je pense que ça, c'est important de connaître ce qu'on a et les besoins pour qui vous allez travailler. Et au-delà de ça, c'est aussi travailler avec des équipes, l'humain, on en parlait tout à l'heure en attendant. Je pense que c'est important d'avoir aussi un bon outil, mais des bonnes relations avec les personnes qui vont vous installer cet outil. Je trouve que c'est primordial. Le jour où vous avez un problème, et il y aura forcément des problèmes, il y a toujours des problèmes, qu'ils soient petits ou gros. C'est important que les personnes qui vous installent en fait votre produit soient là, disponibles, et qui comprennent votre besoin, et pas juste quelque chose sur étagère. Les outils tout faits, tout beau sur étagère, généralement, personnellement, ça fonctionne pas trop. Il faut que ce soit modulable en fonction du besoin de votre marque. Chaque marque a ses propres besoins, ses propres communautés, ses propres use cases. Donc, il est important que l'outil s'adapte à vous et pas l'inverse. Voilà. Alors moi, Tu t'adaptes. Je ne vais que approuver, absolument. Je ne vais que approuver les cas d'usage. Il faut que ce soit les cas d'usage qui drivent tout, ça c'est sûr et certain. Mais surtout, si on prend un peu de hauteur sur la donnée, aujourd'hui, l'IA, on n'est plus dans le what, on est dans le how. Enfin, on n'est plus dans le qu'est-ce que ça fait, on est dans comment je l'intègre aujourd'hui dans mes workflows de tous les jours. Et je pense que cette question-là, elle impose de réfléchir à comment est-ce qu'on partage la donnée au sein de l'entreprise. Et ça, c'est capital. Enfin, j'en suis absolument convaincu que c'est capital de réfléchir à comment est-ce qu'on partage, comment est-ce qu'on met à disposition, comment est-ce que la structuration qu'on va faire va venir servir les cas d'usage. Et donc, je vous encourage tous, parce que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense, de réfléchir à votre supply chain de la donnée, votre supply chain de l'information, parce qu'elle est devenue et elle devient tout aussi importante que les workflows en soi de ressources, que les workflows de fichiers. Et voilà, c'est un petit peu ce que je pense est pertinent. Merci beaucoup, Louis. Est-ce que vous avez des questions pour Virginie, Noël ou Louis ?
Eh bien, écoutez, c'est qu'on a été clair. Parfait. Personne n'a compris. Personne ne gère de la vidéo. Non, ça, je ne crois pas. Merci beaucoup, Noël, Virginie, Louis, Merci à vous. pour cet échange qui beaucoup. nous permet de découvrir en fait le MAM et le PSG et BCE. Alors on va faire une petite pause. Première fois sur Honda. Ouais, merci encore à vous tous, hein. Super. Louis, l'évangélisateur de What is an Asset. Ah bah, célébrité, mais célébrité quand même. Hein. Bon, merci Noël.